Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue dans le premier podcast de cette année 2025. Bonne année, bonne année à tous. J'espère que 2024 s'est bien passé. J'espère que 2025 se passera encore mieux pour vous tous, que vous êtes en train de faire en sorte que ça soit une excellente année, voire peut-être la meilleure année de votre vie. Je vous souhaite plein de santé, et évidemment plein de gains sur les marchés, que ça soit, avec le bull run qui arrive ou que ça soit sur d'autres éléments. Mais n'oublions pas que ça reste secondaire par rapport à certains autres éléments. En tout cas, bonne année à tous. Hem, j'ai envie de refaire, ce petit podcast pour commencer l'année, qui est un bilan, un point sur l'année 2024 que j'ai passée, qui a été une année, extrêmement intéressante, je vais vous en parler, je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai vécu. C'est la première année où j'étais full time dans l'entrepreneuriat, dans ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que j'ai arrêté la fac il y a maintenant, 1 an et 2 mois, en novembre 2023, et il s'est passé énormément de choses depuis. Et au début de chaque, année, enfin non, je suis un menteur, ça fait que 2 fois que je le fais, mais je fais un petit point sur mes objectifs de 2025, que ça soit, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sportif ou d'un point de vue personnel. C'est les trois dimensions que je prends, et j'essaye de mettre en place des objectifs sur 3 mois, 6 mois et 12 mois pour, bah, me créer une ligne, à suivre et pour réussir à faire des belles choses pendant cette année-là. Donc je vais vous lire un petit peu tout ça, je vais vous expliquer comment j'ai mis en place mes objectifs. Je vais vous donner mes objectifs aussi. Je vous incite d'ailleurs à faire ça, c'est vraiment un truc qui est sympa, ça prend 5 minutes. C'est vraiment pas mal aussi, rien que d'un point de vue, ludique, de mettre en place certains des objectifs et d'essayer de les suivre. Et n'appelons pas ça des résolutions, s'il vous plaît, parce que les résolutions, la nature des résolutions, c'est de ne pas les tenir, alors que là, l'objectif, c'est de les tenir. Et je vais vous expliquer comment est-ce que j'essaye de faire pour tenir le maximum d'objectifs que je mets en place pour cette année. Bienvenue sur Investia, le podcast investissement. Aujourd'hui, c'est un petit podcast un petit peu différent. Quand je parle d'investissement, c'est la plupart du temps de l'investissement de marché, évidemment, mais c'est aussi de l'investissement sur son développement, sur sa vie, et le fait de le centrer dans cette direction-là, c'est aussi une excuse pour vous raconter ma vie de temps en temps. Donc c'est un podcast un petit peu spécial, mais qui peut être très intéressant. Comment s'est passée mon année 2025? Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Iria Off, qui est ma chaîne secondaire, mais c'est pas une raison pour ne pas s'abonner, à faire un petit like sur le podcast ou à mettre 5 étoiles si jamais vous êtes sur les plateformes, de streaming. On est souvent dans le top 200 des podcasts, c'est trop cool, on monte dans le classement. L'objectif de 2025, je vous le dis déjà, c'est, d'être dans le top 100 de manière très régulière pour ce podcast. Donc il y a pas mal de travail. Mon année 2024. 2024, ça a été une année, exceptionnelle. Je pense que c'est l'année, en fait, j'en suis sûr, c'est l'année où j'ai le plus appris, et c'est aussi la meilleure année de ma vie d'un point de vue de bonheur moyen, de niveau de bonheur. C'est une année qui a été compliquée, qui a été, éprouvante, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que c'est la première année, comme je vous ai dit, où j'étais, full time dans l'entrepreneuriat, où j'étais vraiment à mon compte tout seul, et où j'avais plus ce parachute des études qui a un peu, bah, mené l'entièreté de ma vision de vie pendant mes 23 premières années, où l'objectif c'était collège, lycée, études, diplôme, travail. Et bah, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça et que je voulais pas faire ça. Donc bah, j'ai arrêté, et forcément ça a redistribué toutes les cartes et ça a remis énormément de choses en question, et notamment un peu la ligne directrice de ma vie qui a changé. Heu, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de grosses réflexions sur moi-même, sur, mon évolution, sur mes projections, parce que c'est quand même compliqué. Là où les études sont très facilitantes, c'est que les études te créent une autoroute pour, si tu le souhaites, les 40 prochaines années de ta vie. J'allais être pharmacien, là j'aurais eu mon diplôme, bah, là j'aurais eu mon diplôme théoriquement. Non, l'année prochaine. Putain, ça aurait été long. Ça aurait été long, là, il y aurait resté encore 1 an, oh là là. Bref, j'aurais eu mon diplôme, et bah, mon diplôme, qui est quand même un doctorat, m'aurait probablement servi si jamais j'avais voulu travailler dans ce secteur-là pendant les 40 prochaines années de ma vie. Donc il y a les études te permettent ou t'empêchent, ça dépend de la vision, de te poser des questions. Tu pas spécialement besoin de te poser tes questions. Je vais faire mes études, je suis à la fac, ensuite je fais ça et ensuite c'est tracé.
Sauf que quand tu as plus d'études, bah, tu dois te poser des questions sur ce que tu veux faire de ta vie, comment tu veux la mener et surtout que tu es dans une situation où tu n'as plus, un papier avec marqué docteur en pharmacie qui te permet d'avoir un parachute, et de potentiellement te sortir de toutes les situations. Dans l'entrepreneuriat, l'avantage, encore une fois, ou l'inconvénient, c'est que tu es payé par rapport à la valeur que tu apportes. Donc j'avais pas mal de réflexions par rapport à ça et je dis que, d'un point de vue, mental, cette année, ça a été un peu des escaliers, je vous dirais. Où j'ai à chaque fois, j'avais un mois d'introspection assez délicat, assez compliqué. J'étais pas en dépression du tout. C'était juste de l'introspection pour essayer d'évoluer pendant un mois avec des réflexions. J'arrivais sur la marche d'après, où pendant un mois, j'avais une sorte voilà, de palier et le mois d'après, je remontais sur la marche. Grosse période d'introspection, donc remise en question sur pas mal d'éléments, heu, palier, remise en question, palier et cetera et ce qui fait que c'est l'année où j'ai le plus appris de ma vie, même si ça a été très éprouvant d'un point de vue mental, parce que quand tu es tout le temps en train de réfléchir à ce que tu veux faire et cetera, c'est l'année où j'ai le plus appris de ma vie quand même et quand je revois la personne que j'étais il y a un an, j'ai encore plein de trucs à améliorer, à réfléchir et cetera. Mais je réfléchissais à certaines choses, je me disais: «Waouh!» J'étais tellement à un stade peu avancé de mon évolution, c'est fou et peut-être que d'ailleurs sûrement que l'année prochaine je serai pareil. Bref, 2024, il y a eu beaucoup d'accomplissements sur ma chaîne YouTube, sur ma vie, sur, mes différents business. Le nombre d'abonnés qui a été multiplié par 2 et ça, j'en suis extrêmement fier parce que j'ai monté ma chaîne uniquement en bear market, donc en période où il y a pas énormément d'engouement sur les cryptomonnaies et je suis très fier d'avoir, tenu ce rythme de une vidéo par semaine, tous les dimanches, depuis 3 ans, littéralement. Même dans des périodes où les vidéos faisaient 1000 vues, 1500 vues, il y avait très peu d'intérêt, les cryptomonnaies diminuaient, peu importe, il y avait la vidéo du dimanche qui sortait. Et la consistance à payer, où c'est intéressant parce que quand on fait le bilan de l'année, c'est nombre d'abos fois 2, donc c'est quand même énorme, c'est une croissance de multiple 2, c'est fou, de coefficient 2. Mais quand tu es dedans, putain, qu'est-ce que c'est long! Tu fais des mois où tu prends 800 abonnés, 1 200 abonnés, 1 500 abonnés. La crypto et tous les secteurs de niche comme ça, tu grossis très lentement parce que tu as pas énormément de monde. Et là, on a tapé les 80 000 abonnés, ce qui est absolument exceptionnel. À chaque 50 000 abonnés, je m'offre une montre. J'aime bien les montres. Je m'étais offert, cette montre-là à 50 000 abonnés qui est une Tissot PRX. J'attends les 100 000 pour m'offrir la prochaine. Je n'ai aucune idée de ce que ça sera. Si jamais vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas. Pas de Rolex, pas de Tudor, pitié. Et si jamais vous avez des idées, voilà. Bref. Le nombre de membres sur Crypto Recherche a explosé et ça, c'est absolument incroyable. Crypto Recherche, c'est le groupe privé que je gère avec, Pôle Crypto Formation et notre équipe, où on fait du contenu un petit peu plus poussé sur, bah, les cryptos, sur le marché, les analyses où on essaie d'aller un petit peu plus deep et là où je suis très fier, c'est que le nombre de membres a globalement explosé, mais c'est surtout que les groupes privés ont une réputation qui est quand même vachement mauvaise, on va pas se mentir. Mais sur ce groupe, les gens sont extrêmement reconnaissants et c'est vraiment un plaisir. Crypto Recherche, c'est une bulle de confort absolument énorme parce que sur ce groupe, plus précisément, j'ai l'impression que les gens sont extrêmement reconnaissants de la valeur qu'on leur apporte. Et si on regarde sur Crypto Recherche, on leur a juste demandé s'ils voulaient mettre un avis et je crois qu'on a plus de 450 avis à 5 étoiles avec des commentaires à chaque fois exceptionnels, les gens qui sont trop contents d'être sur le groupe. On a fait un barbecue quand je suis allé au Québec au mois de septembre, où on était 250, c'était que des Québécois qui étaient membres de Crypto Recherche et tu venais, les gens il y avait les gens qui venaient te voir hyper heureux, qui disaient: «Merci beaucoup, j'ai fait, 8 heures d'avion pour venir juste au barbecue pour vous voir», et franchement, c'était fou. Il y a des gens qui disent qu'on a changé leur vie et donc avoir cette reconnaissance des gens qui pourtant payent pour avoir notre contenu. Parce que normalement, quand tu payes, bah, tu as quelque chose qui t'est «dû» entre guillemets. Mais j'ai remarqué que c'était un petit peu l'inverse, au final. Que les gens qui payaient avaient déjà un niveau de reconnaissance plus élevé que les gens qui ne payaient pas, parce que je pense que quand tu payes pas, comme une vidéo YouTube, tu estimes que ça t'est dû, tu ne vois pas la valeur. Heu et c'est hyper intéressant d'ailleurs comme aspect social, mais le nombre de membres sur Crypto Recherche a explosé. Les gens sont trop contents. On a un taux de rétention qui est fou.
quasiment tout le monde est en profit sur ce groupe. Enfin, c'est une ambiance qui est exceptionnelle, c'est fou. C'était pas du tout l'idée de faire la pub, mais vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Ah, le troisième accomplissement de 2024 exceptionnel, je tourne dans mes bureaux. On a 110 mètres carrés de bureaux et je tourne dans mes bureaux, dans cette belle pièce avec cette belle table en bois qui est incroyable. Le matin, je me lève, j'arrive au bureau qui est dans un endroit paumé dans une zone industrielle et c'est tant mieux parce qu'il y a rien à faire à part travailler. On a une salle où, on a la salle de travail, on a le bureau, on a la cuisine, on a une salle de bain là-bas et on a ce qu'on appelle, une salle du temps, qui est une salle de deep work tout au fond où il y a 0 lumière, où on a juste une chaise et un minuteur et où on travaille, si jamais on veut faire des grosses sessions et c'est exceptionnel. C'était mon rêve, je pense que c'était vraiment mon rêve depuis que j'ai commencé, mon aventure, dans les cryptos et dans, YouTube. Je me disais: «Putain», tu sais, tu voyais les vlogs et tu disais les gens qui ont leur bureau, c'est un truc de fou, tu vois? Tu vas travailler dans un endroit de travail qui est dédié et là où je suis hyper content, c'est que c'est absolument pas une désillusion, c'est trop, trop, trop bien d'avoir ces bureaux. C'est magnifique. Au mois de décembre dernier, on était 3 dans l'équipe. Il y avait moi, Julien qui est mon associé et Léo qui est mon deuxième associé. Maintenant on est 6, donc avec Antoine, Mathis et Gauthier qui nous ont rejoints. Heu, c'est trop bien. On est 6, on est une team, de mecs, imparfaits, qui ont, tous, je sais pas, eu des galères dans leur vie, voilà, des problèmes avec leurs études, bref, et bah, c'est beau parce que je pense que c'est avec ces gens-là que j'ai envie de travailler et je suis très, très content de mon équipe. Avant, je voulais avoir une équipe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que ça. Moi, mon rêve avant, c'était d'avoir 30-50 personnes dans mon équipe et cette année, j'ai vraiment réalisé que, bah, gérer des gens, ça prend vraiment beaucoup d'énergie et qu'il vaut largement mieux avoir une équipe qui est petite, mais avec chaque personne que tu sélectionnes et que tu tries sur le volet à fond. Et là où je suis hyper content, c'est que chacun des membres de l'équipe, j'ai déjà réfléchi, si je faisais 100 entretiens, est-ce que je prendrais chaque membre? C'est-à-dire que si j'avais 100 nouveaux profils là, est-ce que je garderais les 6 personnes dans des nouveaux entretiens? Et la réponse, c'est oui. Parce que c'est des gens qui sont humainement incroyables, qui travaillent hyper bien, qui sont hyper autonomes et c'est fou d'avoir une vraie équipe et d'avoir aussi des gens, ça c'est vraiment un accomplissement personnel exceptionnel, c'est d'avoir des gens, hem, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, en partie grâce à moi. C'est grâce à eux parce que c'est eux qui font le travail évidemment, mais c'est, le fait que, bah, ça soit ma tête sur les vidéos qui fait qu'ils peuvent, vivre de ça et mon objectif, c'est ce que je leur ai dit là, on a fait le bilan début d'année, l'objectif, c'est qu'on n'arrête pas avant que tous les membres de l'équipe soient bien financièrement et dans leur vie. J'arrêterai pas dans un an en disant, à, Mathis, Antoine et Gauthier: «Bon les mecs, ciao, c'était cool, bon courage pour retrouver un taf». Je leur ai dit: «Je vais être très exigeant avec vous, mais par contre si vous êtes dans l'équipe, c'est soit on finit tous au chômage, soit on finit tous en sortant par le haut». Il y a pas de quelqu'un qui est laissé sur le carreau et donc c'est beau. La culture d'entreprise, c'est vraiment un truc qui est dur à mettre en place, mais c'est intéressant. Ensuite, j'ai fait mes premières conférences, à Cryptoxer, un event qui s'appelait Crypto Tour à Lyon, où c'était un peu mon rêve, de faire des conférences, je trouvais ça cool. Et là, pour le coup, grosse désillusion parce que c'est pas si fou. J'avais fait une table ronde, l'événement à Cryptoxer était incroyable, mais j'avais fait une table ronde qui était vraiment nulle à chier. On était 5 et en fait, c'était sur un sujet, je sais plus c'était quoi, Bitcoin, les altcoins, je sais plus. Et en fait, dans les tables rondes, il y a une sorte d'hypocrisie globale qui règne, où les gens qui sont invités dans des événements, c'est des gens qui ne sont, pour la plupart, pas connus. Dans la conférence, j'étais le seul, entre grands guillemets, «connu», vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est que des gens qui avaient des projets et l'objectif de ces personnes-là, c'était pas du tout d'apporter de la valeur, c'était de mettre le plus en avant leurs projets à eux. Parce que c'était la fois où ils étaient exposés à de la visibilité. Et donc en fait, tu leur posais une question, tu leur disais, «Qu'est-ce que tu penses de Bitcoin? Est-ce que c'est plus pertinent d'acheter du Bitcoin qu'acheter des altcoins?» Question random. Et le mec trouvait toujours une façon de dire, «Ouais, mais heu oui, mais moi, dans notre projet, nous, on fait du mining de Bitcoin parce qu'on trouve que c'est pertinent, on s'appelle comme ça, on a lancé ça, on a mis ça». Donc grosse désillusion sur les conférences. Je pense qu'après, il y a plein de conférences qui peuvent être sympas, mais celle-là était pas fou. Je m'en souviens, j'ai une anecdote là-dessus. Hem,
Je sais plus comment il s'appelle, le gars qui animait la conférence. Je pense qu'il m'aimait pas beaucoup. Heu et il me pose une question, il me dit: «Oui, toi tu es influenceur», tu sais, il appuie dessus, donc je me dis: «Ouh, tu es influenceur, hem, est-ce que, qu'est-ce que tu penses du fait que vous vivez tous des liens d'affiliation avec des formations? Est-ce que toi tu as déjà pensé à lancer une formation? Est-ce que tu penses pas que tout le monde est là pour le mar est sur le marché parce qu'ils sont tous cupides alors qu'ils devraient s'intéresser à la tech et tout?» Et je lui dis: «Mais en fait, il faut quand même être à l'aise avec le fait que 99,9 des gens qui sont dans les crypto-monnaies sont là pour gagner de l'argent. Ils sont pas là pour la tech. Je suis pas là pour la tech, vous êtes pas là pour la tech. C'est pas s'il y avait que la tech, est-ce qu'on serait là? Non, la tech est un élément qui est très intéressant parce qu'il y a une curiosité intellectuelle, il y a un développement. Mais le socle, le fait que si on l'enlève, bah, une énorme partie des gens sont plus là, c'est l'aspect financier. Et je sais plus, du coup, je lui avais dit, je me suis dit: «Je vais pas rentrer dans ce débat-là». Je lui ai dit: «Oui, j'ai déjà lancé une formation, 10 avec Kirill 10 si tu as envie». Tout le monde avait rigolé, c'était cool. Bref, c'était marrant. Donc première conférence hyper surcotée. Ensuite, mise en place et explosion des lives et mise en place et explosion de ce podcast. Explosion, c'est un bien grand mot, mais le podcast marche super bien. Je suis trop content parce que, bah, c'est un format qui est très différent, qui a l'air de vous plaire. Il y a pas de montage, il y a pas de rush. Je parle doucement, je raconte ma vie comme dans ce podcast-là, mais il y a des gens à qui ça plaît, donc c'est vraiment trop cool. D'ailleurs, merci beaucoup pour, tous vos retours sur le podcast et merci particulièrement pour vos retours sur le podcast où je vous ai, raconté un petit peu mon parcours. C'était un podcast qui était difficile à faire et franchement, je me suis dit: «Ce podcast, il va flop, tout le monde va s'en foutre» et en fait, non, plein de gens qui m'ont dit: «C'était hyper inspirant et tout» et ça fait extrêmement, extrêmement plaisir, c'est trop cool. Et mise en place des lives. Les lives, c'est trop cool aussi parce que ça permet d'avoir de la connexion et le problème d'être dans une sphère comme, celle de la crypto, c'est que, bah, ça peut très vite, arriver d'avoir un aspect très robot et de ne pas avoir de connexion avec ton audience et que les gens viennent te voir juste pour les informations que tu véhicules et il y a rien de mal à véhiculer des bonnes informations. Évidemment, il faut véhiculer des bonnes informations, mais j'ai aussi envie de connecter avec vous, et de vous raconter un peu mon parcours et l'entièreté de ce que je fais. Je trouve que ça me permet de garder un aspect humain sur tout. Évidemment, il y a des vidéos tech, il y a des vidéos moins, personnelles, mais, je pense que l'ensemble est pas mal et du coup, les lives et les podcasts m'ont permis d'ouvrir un peu cette porte-là et d'avoir vraiment un équilibre qui est trop cool où sur les vidéos et sur certaines analyses, bah, je vais être très froid, très factuel parce que, bah, il faut donner de la valeur et c'est absolument normal. Mais par contre, ça me permet justement d'avoir un petit peu plus de naturel et de proximité sur les lives et les podcasts. Donc, les lives, c'est tous les mardis à 18 h sur la chaîne YouTube Iril, donc ma chaîne principale, si vous voulez venir faire un tour. Et les podcasts, c'est tous les vendredis, en général autour de 18 h sur l'investissement en général, orienté plutôt autour de la crypto-monnaie, avec des notions, des bases où on reprend un petit peu certains éléments. Donc trop cool. Premier stagiaire. 1er stagiaire, il y a au mois de avril, je reçois un mail d'un gars qui s'appelle Antoine qui me dit: «Salut mec, je suis en école de commerce, je te suis sur les lives, je dois faire un stage de 2 mois. Est-ce que ça t'intéresse que je vienne?» Et j'ai été beaucoup stagiaire dans ma vie et je me suis dit: «Tu sais quoi? Si je peux sauver un mec pendant 2 mois et lui faire des trucs cool, plutôt qu'il aille se faire chier dans un guichet de banque ou un truc comme ça, vas-y, allons-y». Donc je lui dis: «Vas-y, OK, viens». Et en fait, Antoine a été, exceptionnel. Il venait, il travaillait le dimanche comme un ouf. Je vous rappelle que c'est censé ne pas être payé. On l'a quand même un petit peu payé, mais les écoles font des stages de 2 mois parce que, bah, c'est la limite légale à partir de laquelle tu n'es pas obligé de payer, ton stagiaire et il est venu, il a été exceptionnel, il a super bien travaillé. Ça a été une rencontre de fou et maintenant Antoine, est, un membre actif de l'équipe. Il est payé, il fait encore les cafés quand il vient. Il est de Marseille, donc il vient pas tout le temps, mais quand il vient, c'est la règle, tu es stagiaire, tu fais les cafés, mais il a vraiment kiffé, il est, hyper content et il travaille avec nous maintenant, dans l'équipe. Il est, l'un des membres des 6, donc c'est exceptionnel. Premier énorme produit, en fait, j'ai ma petite liste que je vous lis à chaque fois et je vous donne, mes ressentis là-dessus. On a sorti notre premier gros produit parce qu'en fait, quand tu fais des vidéos, c'est un produit, mais c'est pas quelque chose que tu donnes aux gens qui peuvent utiliser. Et on a travaillé pendant très longtemps sur un tableur, qui permet de répertorier l'entièreté de ses investissements, de t'envoyer des alertes si jamais tes targets de prise de profit sont atteints, de noter tes targets de prise de profit, vraiment d'avoir le tableau de suivi de portefeuille le plus complet au monde
et je pense qu'on a réussi, on a énormément travaillé là-dessus. On l'a donné, gratuitement aux membres de Crypto Recherche. Donc si jamais vous prenez un mois sur Crypto Recherche, vous avez accès à vie à ce tableur et les gens ont été hyper, hyper contents et maintenant quand je fais des accompagnements avec des gens qui ont besoin de challenger leur stratégie de portefeuille, je leur dis: «Bah, vas-y, partage-moi ton écran pour me montrer ton portefeuille» et le mec, quand il me partage son écran, il montre le tableur qu'il a rempli et c'est vraiment très, très agréable d'avoir des gens qui utilisent ces produits. On a passé énormément de temps, ça a été extrêmement intéressant. Je pense que c'est une aventure entrepreneuriale que je vais construire, d'ici, 5 ans à mon avis. On aura un gros produit à défendre qui sera en parallèle des vidéos. Hem, mais ça a été une aventure de fou. Donc ça, c'est le bilan de cette année, 2024 et quand je le vois comme ça, je me dis: «Mais c'est impressionnant à quel point on peut faire énormément de choses en un an» et c'est encore plus impressionnant à quel point en 3 ans maintenant, on peut faire énormément de choses. En fait, ce qui est fou, c'est que les années d'expérience dans un domaine et c'est pour ça que tout le monde vous dit qu'il vaut mieux être expert dans un domaine et ne pas switcher parce que ça marche pas au bout d'un an. C'est que les années d'expérience dans un domaine n'ont pas toutes la même valeur et que plus tu montes, plus l'année est exceptionnelle en termes de valeur ajoutée. Ma première année, j'étais complètement nul, je savais pas, comment, enregistrer une vidéo, et faire une miniature. Donc forcément, mon énergie était concentrée sur des trucs moyens pour, au final, produire des choses qui sont nulles, à savoir des mauvaises miniatures, des mauvaises vidéos parce que, bah, je commence de zéro. Donc cette année-là a été une année d'apprentissage de début. La deuxième année, je commençais à comprendre, mais j'avais encore énormément de lacunes, mais je pense que j'ai été 2 fois meilleur que la première année parce que, bah, tous les trucs un peu pourris de début, je les ai mis en place. Et là, la troisième année, 2024, a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productive parce que j'ai construit énormément de bases et du coup, on a pu mettre en place tout ça parce que mes connaissances étaient beaucoup plus hautes et donc ma capacité de production était beaucoup plus haute et donc c'est une sorte de courbe exponentielle et je me dis: «Mais en 10 ans, tu peux faire des trucs exceptionnels» et je crois que c'est Steve Jobs ou Bill Gates, je sais plus, qui disait que la plupart des gens sous-estiment énormément. Non, c'est pas ça la phrase, c'est: «La plupart des gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire en un an» et ça, je suis d'accord sans être d'accord parce que, on peut faire énormément de choses en un an, mais bref. Mais par contre, ils sous-estiment ce que ça représente 10 ans concentrés sur un domaine et quand je me dis qu'en 3 ans, en partant de vraiment rien, bah, je suis dans mes bureaux avec 6 mecs avec qui je bosse, et tout se passe extrêmement bien, on a explosé les revenus et cetera. Je me dis qu'en 10 ans, ça peut être fou et que tout est possible pour vous. Bref. D'un point de vue personnel, je vous fais un petit point, j'ai 4 tirés avant qu'on passe sur 2025. Très bonne année d'un point de vue sportif, malgré ma blessure, où, je me suis fait une fracture de fatigue, qui m'a un peu fait chier pendant 3 4 mois entre, je crois avril et octobre à peu près, donc plus que 3 4 mois quand même. Alors ça m'a un peu mis de côté, mais ça m'a appris beaucoup de choses et d'un point de vue sportif, j'ai quand même bien, bien, bien évolué. J'ai un niveau sportif que je trouve maintenant très bon et qui va me permettre, pour 2025, de vraiment essayer de développer. D'un point de vue personnel, je pense que d'un point de vue bonheur, c'est la meilleure année de ma vie, où mon niveau de bonheur a toujours été au moins à 7 sur 10, parce que j'avais un socle qui était incroyable. D'un point de vue, relationnel, ça se passait très bien. J'ai mon nouvel appart où je me sens hyper bien. J'ai mon chien qui apporte énormément de bonheur, même si ce truc prend énormément de temps. Et le fait de toujours me lever le matin et que ça soit un plaisir. Quand je rentre de vacances, je suis jamais triste parce que je suis très heureux de me lever le matin, d'aller travailler. Ça contribue énormément à ça et ça, c'est exceptionnel. La fin d'année a été un peu plus compliquée avec le boulot et certaines choses à gérer. C'est un peu paradoxal parce que la fin d'année, c'est là où il a commencé à augmenter le nombre de vues, le nombre d'abonnés, les cryptos remontaient, et cetera. Mais en fait, plus tu montes, plus tu es exposé aux critiques. Et par exemple, imaginons qu'il y ait une personne sur 100, imaginons qu'il y ait 100 personnes qui regardent ta vidéo, 99 sont contents, mais il y en a une qui est, un gros con ou alors qui est pas content, mais souvent c'est des gros cons et qui va commenter. C Des fois même c'est 1 sur 1000. On va prendre 1 sur 1000. Bah, quand tu fais une vidéo qui fait 1000 vues, statistiquement, ça se trouve, tu vas même pas avoir ce mec qui va commenter. Quand tu fais une vidéo qui fait 10 000 vues, il commence à y avoir 10 personnes qui peuvent mettre des commentaires très haineux et quand tu fais des vidéos qui font 100 000 vues ou alors que tu as en tout cas 100 000 vues, sur, par exemple 2 vidéos cumulées,
bah, tu vas avoir 100 personnes qui vont commenter et c'est pas 100 personnes sur 100 000, c'est 100 personnes. C'est 100 commentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très compliqué à représenter, mais quand tu fais de la création de contenu et j'ai discuté avec beaucoup de très gros créateurs, même des gens qui ont plusieurs millions d'abonnés, qui m'ont dit: «Mais ça passe pour tout le monde, ça existe pour tout le monde». C'est que tu vas rechercher les commentaires haineux et tu vas snobber les commentaires bienveillants. Et donc, dans cette fin d'année, j'ai eu beaucoup plus de commentaires un peu haineux, surtout que j'ai commencé à plus me mouiller, à plus donner mes thèses d'investissement parce que je prends plus confiance en moi, j'ai confiance en mes thèses et j'ai envie aussi de m'exposer à ça, quitte à me tromper. Et donc forcément, quand tu te polarises, c'est normal que tu aies des gens qui vont critiquer ce que tu fais. Et j'ai eu une relation un peu compliquée par rapport à ça en novembre-décembre où j'avais cette sensation d'ingratitude, tu vois? Genre moi, je me lève à 7 heures, je bosse, jusqu'à 20 heures, je travaille 80 heures par semaine. Mes gars aussi, on essaie de faire le meilleur contenu possible. On fait des illustrations nous-mêmes pour les vidéos, enfin, c'est quand même et bah, quand tu vois les commentaires là, tu te dis: «Putain, les mecs sont ingrats, je fais tout ça pour ces gens-là». Oui, ça me permet d'en vivre, mais je pourrais faire 50 de ce que je fais, et toujours avoir le même niveau de revenu. Et en fait, en faisant un gros travail pour ça, toujours l'escalier, je me suis rendu compte que c'était juste en fait, que déjà les personnes qui commentent les vidéos représentent une minorité, d'accord? Quand je fais, une vidéo qui fait 50 000 vues, je vais avoir 300 commentaires, c'est-à-dire qu'il y a 47 300 personnes qui ne commentent pas. Et les 300 personnes sont dans la niche des gens qui commentent et dans la sous-niche des gens qui commentent, il y a les haters, il y a les haineux. Et donc les haineux ne représentent absolument pas, la majorité et en plus de ça, la plupart du temps, c'est des gens qui disent des choses qui sont fausses, mais sur internet, on se rend pas compte que les messages ont un impact. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, je fais du contenu pour les gens qui me suivent, si vous me suivez pas et si vous aimez pas et si les formats vous plaisent pas, eh bien c'est pas très grave, tu peux pas plaire à tout le monde. Si, il y a un mec qui écoute ce podcast qui se dit: «Putain, c'est que du développement personnel», j'ai vu ça la dernière fois sous un commentaire et au début je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai, peut-être que les gens croient que c'est du développement personnel ou je sais pas quoi» et après je me suis dit: «Mais en fait, c'est mon podcast, je m'en fous». S'il veut pas regarder le podcast, il écoute pas le podcast. S'il veut pas, écouter mes vidéos qui ne sont même pas, similaires au podcast, il va regarder autre part. C'est juste qu'il y a une sorte d'ingratitude d'un point de vue surtout des influenceurs, je trouve, où en ce moment, tu sais, les influenceurs sont très mal connotés et je comprends 100 pourquoi, parce que 99 des influenceurs sont catastrophiques. Mais en même temps, la vraie valeur, elle est chez les créateurs indépendants et les gens viennent chercher la vraie valeur chez les créateurs indépendants parce que c'est des gens qui sont de nature subjectif. Un influenceur, c'est quelqu'un qui donne son avis, donc il est subjectif. Contrairement à un média qui essaie d'être objectif. Et le problème d'être objectif, c'est que quand tu es objectif, tu es factuel, tu donnes une info. Mais une info permet pas d'avoir un edge sur la plupart des gens dans l'investissement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est jamais un média qui va faire un call de fou et donner une crypto-monnaie qui peut performer. Donc les gens viennent chercher la valeur chez un influenceur. Mais par contre, ils viennent pomper ça en ayant peu de reconnaissance. Mais en fait, je me suis rendu compte que déjà de un, je m'en foutais et de 2, c'était pas du tout la majorité des gens. Bref, tout ça pour dire que si vous faites partie des gens qui mettez des commentaires, très gentils et très bienveillants, merci beaucoup, sincèrement. Et si je peux vous demander un service, ne vous arrêtez pas et quand ça vous plaît, continuez de le dire, même s'il y a pas forcément de réponse, je les lis, je les vois et ça me franchement, ça met du sens à beaucoup de choses que je fais. Hop, je remets ma petite playlist. J'écoute toujours des ondes gamma quand, je fais les podcasts. J'ai remarqué que j'étais beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus sharp. Bref, 30 minutes pour expliquer que 2024 a été hyper intéressant et qu'il s'est passé plein de trucs. Maintenant, quels sont mes objectifs de 2025? J'ai des objectifs en business, et j'ai des objectifs en sport et j'ai des objectifs de manière personnelle. Déjà, mon objectif central de 2025, c'est de faire les choses beaucoup plus simplement et globalement, ça englobe énormément de choses, mais d'essayer de ne pas me disperser et de rester focus sur ce qui est important. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans la vie ou dans le business, peu importe, il y a la règle des 80-20. C'est que tu as des tout petits éléments, très peu de choses, qui au final t'apportent soit 80 de ton bonheur, soit 80 de tes revenus. Moi, mon appart, mes potes, mon chien,
mon équipe avec mes bureaux et ma copine m'apportent 80% de mon bonheur. Ces 5 éléments-là. Et donc il faut que j'arrive à comprendre que simplement 5 éléments-là, déjà, je dois les développer à fond, pas me disperser et comprendre que les 20% qui restent, on a tendance à mettre beaucoup trop d'énergie dedans. Les commentaires haineux des vidéos, les impôts qui font chier, j'en sais rien, le temps, le taf que tu as à faire qui est parfois un peu trop chiant, le fait que tu dois gérer un mec qui est chiant. Peu importe, ces gens, tout cet ensemble-là, prennent trop d'énergie, alors que ça représente seulement 20% de mon bonheur. Et c'est pareil dans mon business où crypto recherche, ma chaîne YouTube m'apporte 80% de mon revenu, je dois me concentrer sur crypto recherche, ma chaîne YouTube. C'est tout. C'est tout. On a tendance à vouloir se disperser à droite à gauche et j'ai beaucoup ce problème de vouloir lancer plein de trucs parce que je pense que je pourrais lancer plein de projets et tout, mais j'essaie d'accepter qu'on peut pas être partout et qu'il faut simplement juste garder les choses simples. C'est beaucoup Paul qui m'a aidé sur ça, à me dire, essaie de garder les choses simples. Paul, il me dit, moi, ma vie, il me dit, I'm a simple guy. Ma vie, c'est, je dois faire une vidéo masterclass pour crypto recherche par semaine. Je dois faire une vidéo masterclass pour ma chaîne YouTube par semaine. Ensuite, je dois m'entraîner et je dois gérer mes relations. C'est tout. Et c'est fou. C'est fou. Et il est beaucoup plus chill, beaucoup plus accompli, etc. Donc c'est hyper inspirant. Bref. Donc d'un point de vue business, je vais vous lire mes objectifs que j'ai notés sur 3 mois. Déjà, l'objectif, c'est d'améliorer mon management et la gestion de mon équipe pour que chaque personne de mon équipe doivent bénéficier au maximum de tout ce que je sais et doivent devenir littéralement dans le top 1% de leur domaine. Chaque membre, et ce que j'ai dit aux gars, c'est que vous n'avez pas besoin d'être bon dans tous les domaines. En analyse fondamentale, si vous êtes nul, peu importe, on s'en fout. L'objectif, c'est que vous soyez expert de votre domaine. Parce que maintenant, c'est l'expertise qui paye. C'est pas la généralité. La généralité, tu vas la demander à une IA. C'est l'expertise qui paye. Et donc, pour 3 mois, mon objectif, c'est former les gars dans les rôles respectifs et essayer de leur partager au maximum ce que je sais pour que tout le monde soit autonome. Donc, à chaque fois que j'ai un objectif comme ça, je vais pas toujours vous les donner, mais c'est d'avoir un élément qui est abstrait, c'est-à-dire former les gars, et d'essayer de le matérialiser dans des actions. Donc l'idée, c'est d'organiser des calls individuels avec tous les membres de l'équipe, au moins toutes les 2 semaines, et d'organiser un call par mois avec toute l'équipe, pour essayer d'impliquer l'ensemble des gens. Ensuite, c'est essayer d'améliorer le consulting et les process. En fait, 2025, je vais vous expliquer globalement, mais va être une année d'amélioration. On a mis en place beaucoup de choses en 2024. On a mis en place les accompagnements, on a mis en place les lives, on a mis en place la chaîne secondaire, les podcasts, et cetera. Et là, l'objectif, ça va être de tout améliorer. C'est plus la saison de créer des nouvelles choses. Et donc l'objectif, ça va être d'améliorer les accompagnements et les process. Je fais des accompagnements depuis maintenant 2 mois où, je prends 1 heure avec une personne, qui en a besoin et on fait un point sur sa stratégie, sur sa vision, où l'idée c'est pas de lui donner, les altcoins pépites, mais c'est de le challenger un peu sur son portefeuille, sur sa stratégie de prise de profit pardon. Les gens sont globalement très contents. J'apprends aussi énormément de choses. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez m'envoyer un mail, à iril.contactpro@gmail.com, pour avoir, un accompagnement. C'est aussi dans la description et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer ça pour que chaque heure soit exceptionnelle pour les gens. Les gens, pour l'instant, j'ai un niveau de retour qui est très, très bon. Les gens sont très contents, donc c'est vraiment trop cool. Mais vraiment de continuer d'améliorer les process de ça, la finesse aussi de ce que je vais leur dire, de mes analyses, et cetera. Prendre un petit peu plus de risques et tenter des choses et des nouveaux formats, où l'idée, c'est toujours de rester en mouvement dans mes contenus, dans mes vidéos, et cetera. Donc c'est de, rester sur des projets qu'on a déjà mis en place, podcast, chaîne YouTube, et cetera, mais c'est de tenter des nouvelles choses, tenter des nouveaux formats. Avec ce podcast-là, je tente des nouveaux formats et l'objectif, c'est d'avoir mis en place au moins 3 nouveaux formats sur cette période de 3 mois. Donc tester un nouveau format chaque mois, analyser les retours et prendre des décisions pour savoir si ça a marché, si on peut le renouveler ou si on peut le mettre en place pour garder une cohérence dans tout ça. Faire minimum 30 minutes par jour sur des notions d'investissement que je ne maîtrise pas. Fixer une plage dédiée pour ces 30 minutes-là et me concentrer à fond sur ce que j'appelle le micro-learning. Le micro-learning, j'ai jamais trop vu de lecture là-dessus, mais pourtant c'est un truc que je trouve extrêmement puissant. C'est le fait de
En fait, on a tous, 2 heures de temps d'écran normalement sur notre téléphone minimum, et sur ces 2 heures, il y a de fortes chances qu'il y ait une grande partie qui soit réservée à des trucs un peu pourris, genre des vidéos YouTube ou des shorts quand on est aux toilettes ou peu importe, ou Instagram, Twitter, peu importe et en fait, je me suis rendu compte que mettre en place ce qu'on appelle du micro-learning et ça, c'est très pratique avec ChatGPT, c'est que quand tu vas aux toilettes ou quand tu es dans le bus ou quand tu attends, quand tu as 5 minutes en fait, à partir du moment où tu as 5 minutes, ce que j'essaie de faire, c'est d'aller sur ChatGPT et de construire j'ai construit un prompt qui est mon coach d'investissement et pendant ces 5 minutes, juste, je lui dis, «Parle-moi du pétrole, parle-moi de certaines commodités, explique-moi, pourquoi la global liquidity a autant un impact sur les actifs à risque?» J'en sais rien, tu vois? Un truc con et du coup, j'utilise ces petites 5 minutes que j'ai à disposition pour apprendre. Je fais du micro-learning, des toutes petites sessions d'apprentissage et en fait, en étant régulier là-dessus, je me suis rendu compte à quel point c'était quelque chose qui était vraiment puissant. Donc c'est vraiment essayer de me concentrer à fond sur mon micro-learning. Hem, Prendre plus de risques dans mes vidéos et plus me mouiller sur mes thèses d'investissement. Où l'objectif, c'est vraiment que les gens comprennent ma vision. C'est ce que j'ai fait de plus en plus, avec, Solana, avec MicroStrategy, avec Sui et cetera et je me suis rendu compte que, ben, ça avait très bien marché. Sui a fait x3, Nosana a fait, x3, je fais des très beaux multiples et mes thèses semblent se confirmer et donc l'idée, c'est d'avoir un peu plus confiance dans ce que je fais, et de donner plus d'informations et plus de mes thèses d'investissement, quitte à plus me tromper et c'est pas très grave, mais essayer d'avoir cet équilibre-là et reprendre un petit peu d'anglais tous les jours pour continuer. J'avais beaucoup de tryhard, l'été dernier, mais finalement j'avais un peu arrêté. Pour 6 mois maintenant, en business, élargir mon réseau. Avant j'étais le mec qui voulait, pas forcément, avoir du réseau et je me disais, «À partir du moment où je suis bon, j'aurai pas besoin de réseau, je vais pas aller, faire de repas corpo et tout» et en vrai je me suis rendu compte que c'était pas obligatoire, mais que ça peut t'ouvrir tes portes. Tu toujours à une personne qui peut te faire rentrer dans une private sale et te faire faire un fois 100. C'est pour ça que le réseau est malheureusement, j'ai envie de dire, extrêmement important, donc élargir mon réseau, donc aller faire plus d'événements, discuter avec plus de monde. D'ici 6 mois, je vais être 2 fois plus fort en investissement et dans la compréhension des éléments qui me posent problème, être proche de bilingue en anglais et améliorer mon recul business, améliorer mon recul sur l'ensemble du marché et continuer de progresser. D'ici 1 an, j'aimerais avoir créé du contenu en anglais sur la crypto-monnaie, sur l'investissement en général. J'aimerais avoir fait x3 à la trésorerie actuelle et x3 minimum sur mon net worth personnel. Et j'aimerais que tous les membres de l'équipe, dont moi, soient top 1% monde en investissement, ou dans leur domaine d'expertise en tout cas, qu'on soit une équipe d'élite dans notre domaine. Et pour ça, il faut de l'expertise. En investissement, j'aimerais avoir une vue d'ensemble beaucoup plus propre, avoir réussi à théoriser ma stratégie de prise de profit et avoir apporté le maximum de valeur, que ça soit sur ma chaîne principale ou sur Crypto Recherche. Ça reste l'ensemble de tout ça. Vous voyez qu'il y a pas énormément d'objectifs parce que c'est juste apporter le plus de valeur possible, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si tu apportes suffisamment de valeur pendant suffisamment longtemps, c'est sûr que ça revient vers toi. Et ça, je m'en suis rendu compte et c'est toujours ça. En sport maintenant. Bon, je vais pas vous faire sur 3 mois, 6 mois, 1 an. L'objectif, c'est passer 15-5 au tennis, améliorer mon service, améliorer mon revers, ça s'améliore. Faire un semi-marathon, j'ai mis sous 1h40. J'ai failli mettre sous 1h30, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Ça, c'est sur toute l'année, hein, ce que je vous dis là. Avoir fait un marathon et avoir fait un triathlon. Pourquoi j'ai pas mis plus haut? Parce qu'on est dans une période 2025 qui peut être une année où on peut faire des gains générationnels et sécuriser, une fortune, et c'est, je pense, ces périodes-là, dans une vie qui sont des années très importantes et c'est Alex Hormozy qui a dit un truc que je trouvais hyper in inspirant. C'est: «Tu peux avoir absolument ce que tu veux dans la vie, juste pas pendant la même période». Et il y a des périodes pendant lesquelles il faut être concentré sur un élément. Moi, j'ai envie de continuer le sport parce que c'est quelque chose qui me rend heureux. J'ai pas envie de faire, 120 heures, par semaine, de taf parce que, bah, je ferai un burn-out au bout d'un mois. Heu, j'ai quand même envie de me fixer des objectifs parce que je suis très compétitif et j'aime pas spécialement faire du sport, pour le «fun» entre guillemets. Donc je me suis quand même mis des objectifs, mais je pense que 2026-2027 par exemple sera des années où je me dirai: «OK, là je veux un objectif sportif vraiment élite et je veux que ma vie soit centrée autour du sport» et par exemple avoir 60 de ma vie sport, 40 business. Là actuellement c'est 90 business, 10 sport.
Mais quand même, passer 15-5, avoir fait un semi sous 1h40, ça, c'est largement faisable, mais ça demande quand même pas mal d'entraînement. Avoir fait un marathon sans objectif de temps, avoir fait un triathlon sans objectif de temps. Ensuite, mes objectifs personnels. Alors, sur 3 mois, l'objectif, c'est de lire au moins un livre par mois et d'avoir toujours 20 minutes par jour de lecture. En fait, c'est fou à quel point la consistance dans la lecture est puissante. 20 pages par jour de lecture, ça fait une demi-heure, 40 minutes à peu près. C'est 600 pages par mois, c'est 6000 pages par an. 600 pages, c'est entre 2 et 3 livres par mois, on va dire 2, c'est 20 livres par an. Et en vrai, la puissance de certains livres est exceptionnelle. Là, pour vous donner, une, une ribambelle des livres que je lis et de livres que je vous recommande absolument de lire. C'est beaucoup des livres orientés business, orientés développement évidemment. L'investisseur intelligent, qui est plus, orienté investissement. Diary of a CEO, qui est une masterclass, même si vous n'êtes pas CEO, pour le business, pour votre vie, exceptionnel. Ce livre, je l'ai lu 2 fois. Deep Work, pour apprendre à se concentrer. Je pense que le deep work, on va en parler après, la capacité de concentrer son attention pour une période de temps sur un seul élément est actuellement la denrée la plus rare qu'on puisse avoir. J'ai un tiré sur ça, je reviens dessus après. Qu'est-ce que j'ai comme livre? En ce moment, je suis en train de lire Zero to One, 0 à 1, qui est un livre sur les startups qui est intéressant. Atomic Habits, qui est incroyable sur, certains petits tips pour avoir des habitudes, exceptionnelles. Comment ça s'appelle ça? L'effet cumulé, qui est exceptionnel, qui t'apprend que, statistiquement, 1 de plus par jour, à la fin de l'année, ça fait fois 37. C'est ce que je vous disais sur les 1 an et les 10 ans. 1 d'amélioration par jour, à la fin de l'année, fois 37. Je crois que c'est fois 37, mais je suis quasi sûr. C'est exceptionnel. Et à l'inverse, moins 1 par jour, ça fait moins 99. Ça fait 0,00, je sais pas combien. Donc des petits trucs cons, mais ouais, franchement, ça remet pas mal de choses en question. Qu'est-ce que j'ai comme livre aussi que j'ai trouvé fou? Faudrait que je regarde après, dans ma bibliothèque. J'ai des livres sur le management, j'ai lu le livre d'Alex Hormozy qui est fou. Alex Hormozy, c'est mon deuxième père, je regarde toutes ses vidéos, je le vois plus que ma meuf, vraiment. Et voilà, donc lire au moins un livre par mois et toujours avoir 20 minutes par jour de lecture. Travailler mon micro-learning, ça c'est ce que je vous avais dit. Avoir une moyenne de moins de 1h30 de temps d'écran et couper mon téléphone après 20h. Et ça rejoint le tiré d'après qui est améliorer énormément mon deep work. Travailler progressivement sur ça et faire au moins 4 heures de deep focus par jour, tous les jours, au bout de 3 mois. En fait, on est dans une période où, pour passer au-dessus de 99 des gens, il suffit de faire une seule chose, c'est de ne pas être addict. C'est fou quand même. Je pense qu'on est beaucoup à avoir au moins, je sais pas, 2 heures de temps d'écran. Et je crois que la moyenne, c'est 4 heures et quelques. Et la plupart des gens, leurs 4 heures de temps d'écran par jour qui d'ailleurs, petite parenthèse, mais ça représente, je crois, 20 ans de vie éveillée, c'est insane. La plupart de ces gens-là, c'est pas des 4 heures qui sont extrêmement productifs. Il y a beaucoup de gens qui scrollent sur Twitter, Insta, YouTube, et cetera. Et vu que c'est pas quelque chose qui est visible comme une substance, comme de la drogue, qu'on voit que les gens prennent, on pense et on a tendance à pas dramatiser ça, mais c'est littéralement la même chose. Quand on est sur TikTok, quand on est sur Insta, pourquoi les gens scrollent? C'est parce que ça leur procure un spike de dopamine dans le cerveau qui ne fait que continuer, continuer, continuer de la même manière que quand ils prennent de la drogue, physique. Sauf que, bah, vu que là c'est différent, c'est notre écran, ça va dans notre cerveau et le mécanisme d'addiction se passe directement dans le cerveau, on a tendance à moins dramatiser ça, mais ce sont des mécanismes d'addiction littéralement. Et on est dans une période où, pour passer dans le top 1 il suffit de ne pas être addict. Donc concrètement, ça n'a jamais été aussi facile de passer au-dessus de 99 des gens, mais par contre, ça n'a jamais été aussi dur d'être distrait. Parce qu'il y a des gros groupes, il y a des grosses entreprises, il y a des gens dont le métier, c'est littéralement
de travailler sur le cerveau humain et de comprendre comment est-ce qu'on peut le rendre le plus addict pour qu'il reste sur la plateforme. C'est pour ça que les gens sont addicts. TikTok est fait de manière extrêmement diabolique. Quand vous arrivez sur TikTok, vous avez même pas, contrairement à YouTube, à chercher des sujets. Vous arrivez, vous avez directement du contenu qui est fait, qui est prêt pour vous, qui vous scrollez et ça vous chaque scroll vous donne un pic de dopamine. Enfin bref, qui fait que c'est quand même très compliqué. Donc on est dans une période où c'est extrêmement facile de passer au-dessus de la plupart des gens, où ça n'a jamais été aussi facile, mais par contre on est dans une période où ça n'a jamais été aussi difficile de ne pas perdre son attention, de ne pas être distrait. Donc au final, la monnaie la plus importante qu'on a dans notre vie, la monnaie d'échange, c'est évidemment notre temps, mais c'est aussi notre attention. Notre attention est la monnaie la plus importante de notre vie et tout le monde essaye de la prendre. Quand vous avez des nouvelles séries sur Netflix, quand vous avez, TikTok, Insta, Twitter, les algorithmes, les shorts YouTube, les vidéos YouTube, il y a trop de trucs, les pubs, les fast-food, peu importe. Tout le monde essaie de s'arracher notre attention. Donc pour quelqu'un d'actif qui veut progresser dans sa vie, l'élément sur lequel il doit absolument travailler, parce que c'est l'élément le plus important au monde, c'est de réussir à canaliser son attention dans une tâche précise et de ne pas être distrait. Canaliser son attention, ne pas être distrait. C'est pour ça que je travaille énormément sur cette notion de deep work. C'est vraiment une science, le deep work. Le deep work, c'est la capacité, de concentrer son énergie et son attention sur une tâche et uniquement une tâche pendant une certaine période. Et je pense que c'est extrêmement dur à mettre en place, mais que c'est ce qui fait la vraie différence maintenant entre les gens qui vont vraiment réussir, surtout avec l'IA, et avec la façon dont la société évolue et les gens qui vont avoir plus de mal. Parce qu'on arrive à un stade où avec tous les outils qu'on a, 8 heures de travail, ça veut plus rien dire. Il y a 8 heures de travail d'un mec qui utilise de l'IA contre un mec qui n'en utilise pas. Donc peut-être que le mec qui utilise de l'IA a 3-4 fois plus de productivité. Hem Et il y a 8 heures de travail de quelqu'un qui est focus à 100 sur ce qu'il fait et de quelqu'un qui est extrêmement distrait. J'ai vu une stat, hier, je crois. Est-ce que vous savez, si jamais, par exemple, je suis en train de travailler, je suis en train d'écrire un script, je suis à 100 je suis dans la zone, je suis trop bien et là, je vois une notif sur mon téléphone. Peu importe la notif, une notif Insta, peu importe et mon téléphone s'allume comme ça et donc je regarde et je vais même pas imaginons que c'est un message Insta, je vais même pas répondre. Je vais juste le rééteindre, d'accord? Hop et je vais continuer mon travail. Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour que mon cerveau reprenne le même niveau d'attention qu'avant que je reçoive la notification quand j'étais à 100? Il faut 14 minutes, juste pour une petite notif et encore, j'ai pas pris mon tel, répondu et cetera. J'ai vu la notification, il faut 14 minutes pour revenir à un état comme ça. Donc, de se mettre dans une situation où on est capable de travailler et de mettre 100 de son cerveau là-dedans, c'est extrêmement important parce que maintenant 8 heures de travail, ça n'a plus aucun sens. Heu, Maintenant ce qui est important, c'est la productivité finale de notre travail et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productif quand on est à 100 que quand notre cerveau est toujours à 50 et je pense que pour la plupart des gens, le cerveau, il est beaucoup autour des 50 et en plus de ça, le fait d'être complètement productif à 100 et d'être complètement en deep focus sur quelque chose, fait qu'on va aller chercher plus loin dans nos circuits neuronaux, c'est prouvé aussi et qu'on va avoir une capacité intellectuelle plus puissante. Donc en fait, 1 heure de deep work, c'est 1 heure où on fait plus de quantité et on fait plus de qualité. C'est exceptionnel. Donc en ce moment, je travaille vraiment sur le deep work. J'essaie de mettre pas mal d'éléments en place pour devenir vraiment un expert là-dedans. Le deep work, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui vont nous permettre de concentrer notre attention sur une tâche en particulier pour aller puiser le maximum de ses capacités pendant une certaine période. Donc comment est-ce que je fais? Renseignez-vous, allez voir, allez lire le livre ou allez, regarder des articles sur ça. C'est que j'essaye de mettre en place de plus en plus de routines pour déjà structurer mon environnement. Parce que si tu es dans un environnement de passage, forcément tu peux être distrait. Donc d'être dans une pièce qui est, souvent où je suis tout seul, qui est insonorisée,
Si vous avez pas de casque réducteur de bruit, prenez un casque de chantier pour ne pas avoir de bruit, pour ne pas avoir de notifications, mettez vos tels dans une autre pièce et après, j'essaie de mettre en place un rituel pré-session. Je sais que le cerveau en général peut être capable d'être concentré à 100 entre une période de 45 minutes à 1 heure et demie en fonction de votre niveau vraiment de capacité deep work. Donc au début, c'est souvent 45 minutes, et après on voit que l'attention commence à diminuer. Donc il faut pas faire des sessions de 2 heures parce que ça a aucun sens. On peut pas utiliser notre cerveau à 100 pendant 2 heures. Donc ce que je fais, c'est que moi j'essaie de mettre en place des sessions d'1 heure 15 le matin et de 45 minutes l'après-midi, parce que le cerveau est moins concentré l'après-midi et avant la session, de mettre un petit rituel de: «OK, je prends 5 respirations, je vérifie si je suis allé aux toilettes, si, j'ai ma bouteille d'eau, si, j'ai écrit ce que j'allais faire pendant cette session-là». Je mets un minuteur et tunnel. Pas de notification, pas de réponse aux messages, pas de mail. Je dois être concentré uniquement sur ça et chasser toutes les autres idées par rapport à ça. Et je pense que c'est extrêmement, extrêmement important et j'ai vraiment envie de travailler sur ça parce que c'est le skill le plus dur à mettre en place, mais par contre le plus efficace et quelqu'un qui peut travailler 100 heures par semaine, 100 heures, j'abuse. Allez, on va faire 60 heures par semaine. Tu prends 2 personnes qui travaillent 60 heures par semaine, tu as le mec qui travaille à 70 de son attention tout le temps, à 100 de son attention tout le temps. C'est jamais possible d'être à 100 mais 95 on va dire. La différence sur un an va être énorme, pourtant on a mis le même nombre d'heures et la différence sur 10 ans va être colossale et je pense que c'est vraiment ce qui va faire la différence entre les gens qui réussissent à arriver là où ils veulent, et les gens qui ont un peu plus de mal. Surtout que le deep work, pareil, 8 heures de session où on n'est pas focus, ça fait qu'on peut sortir par exemple à 18 heures le soir. Contrairement à un mec qui va faire 5 heures de deep work, mais qui pourra très sûrement avoir fait le même niveau de productivité et qui pourra sortir du coup à 15 heures au lieu de 18 heures. Vous vous rendez compte la différence sur la qualité de vie aussi? De pouvoir sortir à bon, c'est si vous êtes entrepreneur, normalement les gens ont des horaires, mais heu, de pouvoir faire son travail avec 3 heures de moins, de sortir 3 heures plus tôt et d'avoir beaucoup plus de temps libre, déjà pour décompresser, parce que le cerveau il est off et il décompresse, plus pour faire du sport, pour faire ce qu'on veut, c'est extrêmement puissant. C'est le skill le plus puissant à maîtriser. Mettez en place du deep work dans votre vie. Travailler mon micro-learning, je vous en avais parlé, 8 000 pas par jour en moyenne. Ça depuis que j'ai mon chien, je marche beaucoup plus, je fais beaucoup plus de balades en forêt et cetera et je me suis rendu compte que c'était extrêmement puissant et que ça faisait tout sauf perdre du temps. Le fait de marcher, d'être actif, fait que les idées viennent plus vite. Alors j'ai pas d'appui scientifique pour ça, mais je pense qu'il y en a. En plus, tu es, dehors dans la forêt, tu as, voilà, l'ensemble, des bonnes énergies qui arrivent vers toi. Hem Et en fait, maintenant, quand je vais marcher, soit je décompresse complètement et ça fait du bien et je peux être plus productif, ou soit je me mets un podcast, soit je prends une notion sur laquelle je suis en train de travailler en vidéo, par exemple, je sais pas, le coût d'opportunité, la finance comportementale et soit je parle à haute voix, soit je réfléchis sur cette notion-là et j'essaie de creuser, creuser, creuser. Et je me suis rendu compte que les bonnes idées, un peu comme sous la douche, ou sous la douche, c'est là qu'on a les bonnes idées parce que je pense que c'est un endroit d'introspection. Marcher, c'est pareil et ça permet en plus d'avoir de plus en plus de bonnes idées et je me suis rendu compte à quel point, marcher était extrêmement puissant, donc c'est pour ça que j'ai noté. Si vous voulez, travailler à fond et réussir dans votre business pour cette année, ne prenez pas de chien. C'est une erreur, ça prend trop de temps. Non, en vrai, je suis très content, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Par contre, allez marcher, extrêmement important. 5 minutes de méditation tous les jours, on sait tous que la méditation, c'est très valorisable. J'aimerais mettre ça en place, mais c'est compliqué et je pense que je vais pas, tenir assez longtemps si jamais, je mets plus, donc ça sera 5 minutes et travailler la gratitude et la reconnaissance, du moment et de la situation pour essayer quand même d'apprécier ce qu'on est en train de vivre, pour pas se réveiller à 40 ans et se dire: «Putain, mais en fait, ce que je faisais à 25 ans était exceptionnel et je l'ai pas assez apprécié». Sur 6 mois, c'est d'avoir au moins lu 3 livres en anglais. Je lis, de temps en temps des livres en anglais, c'est vraiment d'en avoir lu 3. Moins d'1 heure par jour de temps d'écran. Avoir une capacité de deep work d'au moins 6 heures par jour sur 5 jours par semaine, donc d'être régulier dans mon deep work. C'est facile de faire une session. Maintenant, il faut faire des sessions plus longues, il faut faire plus de sessions, donc c'est toujours une amélioration et 10 minutes de méditation tous les jours. Voilà mes objectifs, sur 2025 et le bilan de mon année 2024 avec globalement comme conclusion le fait qu'il s'est passé énormément de choses, que c'était exceptionnel,
et que je suis en train de me rendre compte à quel point l'effet cumulé des années d'apprentissage est puissant, où j'ai l'impression que 2022, 2023, 2024 et même 2021, parce que j'ai lancé ma chaîne en 2021, j'ai la sensation que ces 3 années-là n'ont été que des années qui m'ont servi de mettre en place mon année 2025. Vous voyez ce que je veux dire? Où toutes les connaissances que j'ai accumulées, tout ce que j'ai créé, m'ont permis d'avoir suffisamment de compréhension pour optimiser l'ensemble et c'est vraiment fou à quel point, pareil, on a beaucoup d'informations qui viennent et donc c'est difficile de voir la conséquence de ces informations sur du court terme, sur un jour, sur une semaine, sur un mois. Mais tu te rends compte que certaines vidéos, certaines petites notions, certains livres que tu lis, certaines choses que tu comprends, tu les mets en place sur des périodes de temps un petit peu plus longues, mais que si tu les mets toutes bout à bout, au bout d'un moment, ça a un vrai impact. Et ouais, c'est vraiment quelque chose de puissant. Prenez, 5-10 minutes si jamais vous avez un peu de temps pour le faire. C'est assez marrant en plus et écrivez vos objectifs. Moi, j'ai fait business, heu, perso et sport et vous pouvez faire sur ce que vous voulez et mettez-les sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Essayez de mettre des choses tangibles. Par exemple, améliorer mon service au tennis, ça ne veut rien dire. Faire, 50 services par entraînement, ça veut dire quelque chose. Mettez des choses tangibles et pourquoi les résolutions sont pas tenues? C'est parce que c'est beaucoup trop facile de les casser. Parce qu'il y a zéro conséquence, si on les casse et une chose que j'ai mis en place pour réussir justement à tenir ces objectifs-là, c'est que le fait de ne pas tenir ces objectifs ait des conséquences. Par exemple, si jamais, vous en parlez avec un pote et que vous écrivez chacun vos objectifs et que vous vous les donnez, vous dites: «OK, on fait un bilan dans 3 mois». Si vous avez rien fait et que lui, il a fait, il y a une sorte de malaise et là, il y a une conséquence à ça, c'est le malaise d'arriver devant votre pote et de dire: «Bon, bah, en fait, je me suis dit que j'allais, commencer à courir et j'ai rien fait». Et quand vous allez vous demander: «OK, est-ce qu'il faut que j'aille courir?» soit vous dites: «Non» parce que, bah, vous avez zéro conséquence, soit vous pensez à: «Ah ouais, mais en fait, je me suis inscrit à ce marathon avec mon pote, il va courir donc il va me défoncer. Bon allez, j'y vais». Il y a une conséquence à ne pas y aller et c'est ce que j'ai fait avec les membres de l'équipe, c'est que on est les 6 à avoir noté nos objectifs. Tous les objectifs sont visibles par tous les membres de l'équipe et dans 3 mois, 6 mois, 1 an, on va faire une réunion collective en disant: «OK, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as mis ça en place? Pourquoi ça a pas fonctionné?» et c'est un petit peu pareil avec, ce podcast où, bah, pareil, devant des milliers de personnes, je vous explique quels sont mes objectifs. Donc si dans 1 an, vous vous rendez compte que j'ai fait, 3 vidéos et que, 0 contenu anglais et qu'au final rien ne s'est amélioré, bah, il y a une conséquence à ça, parce que ma parole est mise en jeu. Vous pouvez même aussi noter vos objectifs si jamais vous en avez envie dans les commentaires de ce podcast. De toute façon, c'est anonyme. Comme ça, les gens le voient, vous les exposez, vous les ancrez quelque part et peut-être que dans 6 mois, je repasserai sur ce podcast et je vous enverrai un petit message pour vous dire: «Bon alors, où est-ce que tu en es?» En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à tous encore de me suivre pendant toutes ces années. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo. On est de plus en plus. Bienvenue à tous. Merci à ceux qui sont là depuis longtemps. C'est toujours un plaisir. Merci aussi à ceux qui écoutent dans l'ombre et qui ne laissent pas forcément de commentaires. Vous inquiétez pas, je fais partie de ces gens-là. Je ne mets jamais de commentaires, mais il y a des je sais qu'il y a des gens qui font, partie de cette catégorie. Merci beaucoup pour votre présence aussi. C'était mes objectifs de l'année. J'espère que ça peut vous aider aussi à faire en sorte de setup votre année 2025 et que 2025 soit la meilleure année de notre vie. Je pense que c'est largement possible. Prenez soin de vous, c'était Iril et on se retrouve très bientôt. Ciao les potes.